Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire sur les actus Covid-19 en Espagne. J'espère que vous allez bien, que vous et vos proches allez bien, que la crise, que vos entreprises vont traverser cette crise pour le mieux. On va essayer, grâce à ce webinaire, de répondre à vos questions, à vos préoccupations. L'idée de ce webinaire n'était pas de faire un panorama général sur l'Espagne, vous montrant les opportunités commerciales qui peuvent s'offrir à vous en Espagne. Là, l'objectif, c'était vraiment d'être hyper pragmatique et de répondre en temps réel à vos préoccupations que vous avez chaque jour en cette période inédite de crise sanitaire. Il nous paraissait important, plutôt que nous posions des questions générales au risque de pas cibler vraiment vos préoccupations. Il me paraissait vraiment important de vous poser à vous vos questions de manière à ce que nous, on y réponde avec des infos de terrain, des infos à l'instant T, voilà, pour vous aider à avancer dans le déblocage et dans le rebond qui s'opérera après cette crise. Je vais juste vous rappeler un petit point, si vous voulez bien, sur la manip et la manière dont va se dérouler ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. Ça va nous permettre de vous proposer après sur notre plateforme BCI Info un petit compte rendu et puis la vidéo de l'enregistrement de ce webinaire, de façon à vous permettre de revoir ce qui a été dit et aux personnes qui n'ont pas pu assister ce matin d'avoir les éléments de réponse que l'on va apporter tout au long de la matinée. Vous pouvez nous voir, nous ne pouvons pas vous voir, vous participants. En revanche, vous pouvez poser des questions en direct grâce au petit module que vous avez dans le bas de votre écran, le petit module questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions à tout moment. Je les donnerai oralement et puis on y répondra soit instantanément, soit en fin de paragraphe, en fin de thématique. On aura différents points que nous allons aborder durant ce webinaire. Mais n'hésitez pas vraiment à utiliser ce petit module de dialogue. Utilisez plutôt, s'il vous plaît, les questions-réponses plutôt que le petit module de discussion. C'est plus facile pour nous pour interagir et puis vous répondre en temps réel. Vous pouvez aussi, en tant que participant, lever la main. Vous avez une petite option avec une petite main bleue, normalement. Grâce à ça, vous pouvez demander la parole et je vous autorise, ou pas, je vous autorise à prendre la parole. Donc là, pour le coup, tout le monde va vous entendre. Et voilà, si vraiment c'est pertinent, s'il y a une urgence, si vous voulez intervenir de manière orale, vous pouvez aussi le faire. Voilà pour les modalités techniques. Je ne m'étends pas sur la présentation de BCI, hein, vous nous connaissez tous pour la plupart. Je vais juste être brève en vous disant que, encore plus que jamais pendant cette période difficile, on est à votre service. Toute l'équipe de BCI est en télétravail, mais néanmoins à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner, que ce soit les chargés d'affaires ou les chargés de développement à l'international dans vos CCI territoriales. Et bien évidemment aussi, comme c'est le cas ce matin pour notre prestataire agréé en Espagne, nos prestataires à l'étranger sont aussi à votre disposition. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous faire part de vos questions, de vos demandes. On est là pour vous écouter. Je vais te laisser la parole, Sébastien, pour présenter donc la Chambre de commerce France-Espagne de Madrid. Donc, la CCI France-Espagne de Madrid est l'un de nos prestataires agréés en Espagne. Et donc, c'est avec eux que j'ai le plaisir ce matin de répondre à vos questions. C'est avec eux qu'on a travaillé sur les éléments de réponse qui, j'espère, vous seront avancés et vous donneront des éclaircissements dans vos démarches et dans les choses à faire. Sébastien, Merci Karen. Merci Karen. Alors bonjour à tous, hein, au nom de la Chambre de commerce franco-espagnole, je vous salue tous depuis Madrid. Donc nous sommes enfermés comme vous, confinés, avec un petit rayon de soleil dehors, mais bon, on est quand même confinés. Donc juste pour vous dire, donc effectivement que la Chambre de commerce franco-espagnole, nous appartenons au réseau des chambres de commerce françaises
à l'étranger, hein, plus d'une centaine de chambres, vous le savez sans doute. Nous existons, nous, sur l'Espagne depuis plus de 125 ans maintenant, nous venons de les fêter. Donc, cette crise, c'est une crise très importante, mais on en a vécu d'autres. La Chambre en a vécu d'autres, moi pas personnellement, mais la Chambre en a vécu d'autres, et on est toujours là, donc je pense que on espère tous que ça passe le plus vite possible et on fasse partie du dispositif d'aide pour aider le pays à repartir et les échanges, notamment en ce qui nous concerne, les échanges avec la France. La Chambre de commerce, donc comme je vous le disais, c'est 125 ans d'existence. Nous avons deux activités, une activité club, 600 entreprises sont membres de la Chambre ici en Espagne, des grandes filiales de grands groupes français, mais également des PME, sans doute aussi comme vous, qui souhaitent développer leur réseau sur l'Espagne, donc qui participent à l'activité du club. Et également donc l'activité accompagnement des entreprises, et c'est à ce titre, c'est moi qui m'en occupe en particulier, c'est à ce titre que nous co-organisons ce webinaire avec Karen et avec la BCI, parce que nous collaborons avec la BCI maintenant depuis plusieurs années, avec grand plaisir. J'étais notamment avec Karen au mois de février à Rennes, quand on pouvait encore voyager. On a fait un atelier sur l'aéronautique qui a eu beaucoup de succès avec la Chambre allemande. Voilà. Donc, on espère pouvoir revenir vous voir bientôt parce qu'on adore être en Bretagne avec vous. Donc, mais en attendant, il faut qu'on essaie de passer au plus vite cette crise. Et pour ce faire, on va essayer de vous donner quand même quelques informations pratiques sur la situation actuelle, sur ce qui se passe en Espagne. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes comparses, à mes compagnons de nous aider aujourd'hui. Donc, notamment, je vous présente Daniel Dominguez, qui est le DAF de la Chambre de commerce, mais qui est également le responsable du service des gestions administratives. Nous aidons les entreprises françaises dans toutes leurs démarches d'implantation, de gestion salariale, et c'est lui qui s'en occupe. Donc, il va vous donner quelques éléments sur la partie plus travail, on va dire, et un peu fiscale, de ce qui se passe en Espagne, des mesures qui ont été prises par le gouvernement notamment. Et ensuite, vous avez Florian Vincent, qui lui s'occupe de l'accompagnement des entreprises françaises en Espagne sur des dossiers de prospection, sur du développement commercial. Et lui va vous parler un petit peu de la situation, de l'historique de la situation, la chronologie des événements et un peu un petit état des lieux. Alors, je dois vous avertir sur une situation. On a fixé la date avec Karen il y a maintenant quelques temps. À l'époque où on l'a fixé, le confinement devait être même déjà terminé. Il a été prolongé, comme vous en France, et il s'avère qu'on a une date qui est la date du 9 mai pour le déconfinement, mais les annonces sur le détail de ce déconfinement vont être faites aujourd'hui par le gouvernement espagnol. C'est le cas, je crois, également en France. Donc, vous nous pardonnerez, mais on ne sera pas en mesure de vous donner les détails du déconfinement. Je vous préviens en avance pour que, si vous posez des questions, vous sachiez un petit peu qu'on ne sera pas forcément en mesure de vous répondre, parce qu'on n'a pas les détails. Voilà. Sur la table, il y a même la possibilité d'un prolongement de ce déconfinement encore. On ne le sait pas. On ne le sait pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va se concentrer plutôt sur ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, quel est le cadre juridique dans lequel on se trouve, des aides, etc. Et on vous donnera un maximum d'éléments dont on possède les informations. Voilà, merci à tous, bon séminaire, bon webinaire, et je passe la parole à Florian. Donc, juste, s'il vous plaît, ouais, excusez-moi. Oui, les différents points abordés. Donc, j'ai essayé de regrouper par grande famille de questions toutes les questions que vous nous avez posées. Je vais les reporter ici pour que vous voyiez tous les questions que les uns et les autres ont posées, les expériences des uns, les questions des uns pouvant servir aux autres. Donc, je balayerai les questions, les grandes questions que vous avez tous posées. Vous êtes nombreux, mine de rien, à avoir posé les mêmes questions. Ce sont les mêmes questions qui reviennent tout le temps, que ce soit sur le domaine RH, commercial, juridique ou financier. Donc, je rebalayerai avant chaque intervention de Daniel, Florian et Sébastien. Je rebalayerai les grandes questions que vous nous avez posées pour que vous ayez une vision plus claire sur ce sur quoi nous allons discuter. Donc, premier point, effectivement, l'état des lieux qui va vous donner l'actualité générale sur l'impact de la crise sur l'économie en Espagne, les mesures mises en place par le gouvernement, quelques perspectives
Et comme l'a dit Sébastien, le gouvernement espagnol reprenant la parole aujourd'hui, faisant de nouvelles annonces aujourd'hui, les infos que l'on vous donne, là, c'est à l'instant T. Évidemment, comme dans chaque pays, elles vont évoluer, elles évoluent chaque semaine, tous les 15 jours. Les gouvernements voilà, mettent en place des dispositifs nouveaux chaque semaine. Donc, prenez bien, gardez bien à l'esprit, s'il vous plaît, que les infos que l'on vous donne, c'est celles qui sont disponibles à l'instant T. Florian, je te laisse la parole pour débuter l'état des lieux, donc situation générale et puis mesures actuelles sur le confinement. Merci. Donc, bonjour à tous. Et on va commencer par l'état des lieux. Donc, l'idée, c'est que vous ayez quelques éléments concernant la situation générale en Espagne et quelques éléments de contexte. Donc, vous voyez, on va commencer par la chronologie un peu de la gestion de la crise. Donc, pour récapituler, le premier cas a été détecté sur le territoire espagnol le 30 janvier, aux îles Canaries. Et à partir de là, on a connu une croissance exponentielle à la fois du nombre de cas et du nombre de décès liés au coronavirus. Donc, à tel point que c'est à partir du 14 mars que l'État a décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'état d'urgence, et donc, par conséquent, le confinement, initialement pour une période de 15 jours. Donc, le confinement, effectivement, c'est l'élément le plus marquant de l'état d'urgence, sachant qu'il y a un autre élément qui est important que vous voyez dans la deuxième partie des mesures actuelles de confinement. Le premier point, c'est que ça a permis au gouvernement central de recentraliser les compétences qui jusqu'ici étaient aux mains des régions, donc ce qu'on appelle en Espagne les communautés autonomes. L'idée, c'était d'apporter une réponse coordonnée et harmonisée sur l'ensemble du territoire espagnol et donc dans un souci d'efficacité de la réponse à la crise. Sachant que l'Espagne, c'est un pays qui est très décentralisé, à la fois sur le plan économique mais aussi politique. Donc, les communautés autonomes ont de grandes compétences en matière fiscale et sanitaire notamment. Et par la suite, on a eu plusieurs prolongations par durée de 15 jours à chaque fois. Donc, vous voyez le 29 mars, première prolongation et durcissement de l'état d'urgence. Donc, à partir de cette date, les entreprises donc soit télétravaillé et celles qui ne pouvaient pas le faire ont dû stopper leur activité, sauf bien entendu pour les secteurs jugés essentiels, donc toutes les activités liées au secteur sanitaire et également la grande distribution, l'alimentation. À partir du 9 avril, nouvelle prolongation et assouplissement cette fois de l'état d'urgence. Et effectivement, donc, on a permis aux entreprises qui ne pouvaient pas télétravailler de reprendre leur activité. Donc, ça a permis un redémarrage de l'industrie. Et à nouveau, le 26 avril, nouvelle prolongation, assouplissement avec quelques mesures, par exemple pour laisser les enfants de moins de 14 ans sortir 1 heure par jour avec un seul accompagnateur. Et actuellement, on est dans la phase, comme en France, de préparation du déconfinement qui devrait se faire de façon progressive dès le 10 mai. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas encore tous les détails. Et sachez qu'actuellement, les établissements de loisirs, c'est-à-dire les centres artistiques, culturels, les salles de sport et aussi tout le secteur CHR, comme les restaurants, sont fermés. Et pour les déplacements, on est encore dans une situation très stricte puisque seuls les déplacements individuels sont autorisés dans le cadre des activités de première nécessité, donc aller faire les courses, aller à la pharmacie par exemple, ou les activités professionnelles pour permettre aux travailleurs de se rendre sur leur lieu de travail. On peut passer à la slide suivante. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même que cette stratégie commence à porter ses fruits, puisque très rapidement, on voit que les principaux indicateurs montrent que le virus recule. Donc là, vous voyez le graphique de l'évolution du nombre de décès liés au Covid-19. En 2 avril, on était à 950 décès par jour contre 288 le 26 avril. Et il y a un autre indicateur qui est assez positif, qui est celui de la progression du nombre de contaminés, qui a fortement reculé, puisqu'il est passé de plus 35% par jour juste avant le confinement à plus 0,8% le 26 avril. Donc, a priori, on devrait entamer la phase de déconfinement progressif avec une situation sanitaire sous contrôle, sachant qu'en Espagne, il y a eu un phénomène de saturation à un moment du système sanitaire, surtout dans les zones très urbanisées comme la Catalogne et Madrid. Et là, on voit qu'effectivement, il y a un désengorgement progressif des hôpitaux. La suivante. Alors ensuite, on va passer
Voilà, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les aides possibles dont peuvent bénéficier les entreprises de la part du gouvernement espagnol. Je vais lister les quelques questions majeures là, qui ont été récurrentes lors de vos inscriptions. Donc, vous avez été nombreux à demander s'il y avait un report ou une suspension des loyers pour les entreprises qui ont été tenues de fermer leur établissement. Est-ce qu'il y a une règle ou une obligation sur les prélèvements d'abonnements de prestations dont le prestataire ne peut pas prétendre entièrement à cause de locaux fermés, de prestations non assurées entièrement? Y a-t-il des mesures fiscales d'accompagnement des entreprises? Y a-t-il des mesures mises en œuvre par le gouvernement espagnol pour accompagner les entreprises, telles que des prêts garantis par l'État, des aides financières, des aides par rapport au chômage, un étalement des charges, des reports de loyer, etc. Tout ce type de questions-là, on va tâcher de vous donner des points d'éclaircissement. Quelle est la nature et la teneur des textes adoptés dans le contexte actuel? Et est-ce qu'il y a des modifications importantes du droit, donc sous-entendu le droit des entreprises, suite à la crise du Covid? Et donc, au niveau de la situation, la stratégie face au Covid, comme je vous l'ai dit, on aura un progressif déconfinement. Et sur le plan économique, pour vous donner une idée, l'ensemble des mesures qui ont été prises par le gouvernement s'est levé le 17 avril à environ 133 milliards d'euros. Donc, dans ces 133 milliards d'euros, on a 30 milliards d'euros de mesures budgétaires, c'est-à-dire de mesures qui vont impacter directement et qui représentent un coût pour les finances publiques. Donc, ça permet de financer le chômage technique, sur lequel reviendra Daniel, mais aussi d'autres mesures comme le report du délai de dépôt des déclarations de certains impôts pour les PME et les travailleurs indépendants. Ça permet aussi de financer des moratoires sur les cotisations sociales des PME et des indépendants et de financer notamment une prestation mensuelle extraordinaire pour les indépendants qui sont en situation de cessation d'activité temporaire ou bien de réduction de leur chiffre d'affaires d'au moins 75% par rapport au dernier semestre. Et on a aussi eu, à l'image de la France, des garanties publiques de crédit qui ont été mobilisées pour les entreprises via la banque publique espagnole qui s'appelle l'ICO, donc c'est l'équivalent de BPI France, pour un montant de 100 milliards d'euros. Donc jusqu'ici, seuls 13 milliards d'euros ont été mobilisés, mais on attend dans les prochaines semaines une montée en puissance. Et sachant que les garanties, pour vous donner une idée sur les crédits qui sont accordés aux PME et aux indépendants, elles s'élèvent à 80%. Et quand on parle de crédits accordés aux grandes entreprises, on est entre 60 et 70% de garantie. Et ce sont des prêts qui peuvent aller au maximum sur une durée de 5 ans, avec une période d'1 an de carence. Donc, c'est assez avantageux compte tenu du contexte. On a aussi des mesures qui ont été prises à hauteur de 2 milliards d'euros. Et pour les PME exportatrices cette fois, qui est géré par le CSCE, l'équivalent espagnol de BPI France Crédit Export, et d'autres mesures un peu moins importantes en termes financiers, comme l'ISEX, qui est l'équivalent de Business France, et qui a décidé de rembourser les frais engagés par les PME espagnoles dans le cadre de participation à certains salons. À certains salons, oui. Et puis, un autre point qui a surgi il y a quelques semaines, on a eu une certaine inquiétude pour de grands groupes espagnols qui sont dans une situation fragile actuellement, surtout dans le secteur hôtellerie, tourisme, transport. Donc, les autorités espagnoles ont décidé de modifier le régime de protection des entreprises face à de potentielles opérations publiques d'achat provenant d'acteurs hors UE. Donc, concrètement, si un investisseur étranger hors UE souhaite acquérir plus de 10% du capital d'une grande entreprise espagnole, il devra préalablement obtenir une autorisation de la part des administrations. Et si… Oui. Pardon, termine Florent, j'ai une question après. Et si c'est une entreprise qui réalise l'investissement qui est dans l'Union européenne, mais qui est cette fois contrôlée par un investisseur hors UE, dans ce cas, il faudra également obtenir cette autorisation.
D'accord. Alors, j'ai une question d'Anthony, enfin, qui a deux questions d'ailleurs en ce qui concerne les aides possibles aux PME. Anthony demande pour les PME exportatrices, est-ce que ça fonctionne aussi quand on n'est pas une grande entreprise? Et il s'interroge en disant seulement 13% d'utilisation d'ICO, c'est très peu, non? Alors oui, sur le taux d'utilisation, c'est vrai que c'est encore relativement faible, mais comme je disais, ça monte en puissance. Je crois qu'on a la même situation en France, hein. Il y a eu, ça a été un peu lent au démarrage. Donc, sachant que c'est une décision qui a été prise il y a quelques semaines, mais ensuite, il y a un temps aussi pour signer les accords avec les banques commerciales. Ce sont des prêts qui sont accordés via les banques privées. Et donc, ça a été signé que le 6 avril. J'imagine qu'il faut un peu de temps pour pouvoir. En plus, c'est débloqué par ligne de crédit. Donc, il y a d'abord 20 milliards qui ont été débloqués. Donc là, vous voyez, on avait utilisé au 25 avril 13 milliards sur ces 20 milliards. Et ensuite, il y aura d'autres lignes qui seront débloquées par la suite. Il faut dire quand même, il faut être sincère, c'est pas très, très, très agile comme processus. Donc, ça prend un peu de temps au niveau de la mise en place. Beaucoup d'entreprises essayent de ne pas solliciter, de tenir un maximum. Au fur et à mesure qu'on avance sur le déconfinement et sur les problèmes économiques, on va avoir de plus en plus de demandes. Et de toute façon, effectivement, comme disait Florian, la première ligne budgétaire, elle est quand même assez courte. Donc, il va falloir avoir une rallonge. Et on pense qu'il va y avoir de plus en plus de demandes dans les prochaines semaines. Mais c'est quand même assez long, l'obtention est assez longue, la mise en place est assez facile. Peut-être, on espère qu'ils vont un petit peu agiliser et rendre cette demande plus simple. Ensuite, sur l'autre question par rapport aux grands groupes et par rapport aux PME, j'ai envie de dire c'est un peu la même chose. Il y a des critères qui sont fixés. Les PME, dans les critères qui ont été énoncés ici, auront le droit à ces aides également. Ouais, les conditions d'obtention de ces aides-là, elles sont strictes comme en France, demande Anthony, ou c'est réellement disponible pour soutenir les entreprises, enfin toutes les entreprises? Je n'ai pas les modalités précises, ça je pourrais vérifier. Ça doit être disponible, je pense, sur le site du CSCE. Elles sont strictes, elles sont cadrées. C'est une question aussi. Oui, il faut répondre à des conditions, un cahier des charges comme chez nous en France. Il y a une question aussi, une inquiétude, c'est de dire on ne va pas aider, on ne va pas faciliter des entreprises qui avaient des difficultés financières avant la crise ou des entreprises qui n'avaient pas d'activité avant la crise. C'est vraiment réservé aux entreprises qui avaient une activité. Donc les entreprises dites fantômes qui ne sont pas en mesure de démontrer d'avoir des activités avant la crise auront du mal à avoir accès à ces aides-là. Les entreprises qui avaient une activité qui fonctionnait normalement avant la crise, normalement devraient sans problème pouvoir en bénéficier. De toute façon, ce sont des aides qui sont quand même, il faut le dire aussi, qui sont quand même relativement intéressantes, dans la mesure où ce sont des reports de cotisations sociales, ce sont des accès à des crédits, mais il n'y a pas d'argent gratuit finalement, il n'y a pas d'aide directe en tant que telle. Donc, au final, ce sont des aides, oui, ce sont surtout des facilités de trésorerie pour permettre aux entreprises de faire face à la crise à court terme. Est-ce que vous pourriez, du coup, les garçons, s'il vous plaît, faire un slide qui récapitule les différentes aides possibles pour les entreprises avec les taux d'aide, les conditions, enfin les profils d'entreprises qui ont droit à ces aides et les taux, les durées d'obtention de ces aides? Vous pourriez faire un petit slide récap, oui, gardant à l'esprit effectivement que ça peut évoluer, que ça peut changer, mais dans les grandes lignes, ça pourrait aider nos participants. Je pense si on pouvait avoir une photo aujourd'hui des différentes aides possibles. D'accord. Alors, dans les annonces du gouvernement, les packages d'aide actualisés vont également en faire partie. Hein, parce que c'est pareil, ça évolue toutes les semaines. Donc, notamment par secteur, on a plusieurs secteurs qui sont en attente de lignes conductrices, notamment le secteur du tourisme, l'hôtellerie, etc. Il n'y a pas encore tous les éléments en place et ils sont en train de préparer le plan parce que c'est le secteur qui, sans doute, chez nous, va être le plus affecté. On en parlera tout à l'heure, mais on n'a pas encore de date de réouverture des restaurants. Et oui, mais chez nous, c'est vrai qu'en Espagne, c'est quand même le secteur, le tourisme avec la construction, c'est le secteur numéro 1 du pays. Donc, ça a vraiment le plan d'aide
de ce secteur-là en particulier va être stratégiquement très, très important pour l'économie espagnole. Voilà. D'accord. Sur les garanties publiques, il y a aussi un autre élément qui peut expliquer le fait de l'utilisation, c'est que les banques commerciales, malgré tout, elles doivent assumer une part du risque de crédit. On a dit que la garantie, elle est entre 60 et 80% selon le profil de l'entreprise, ce qui veut dire qu'il y a certaines banques commerciales aussi qui sont réticentes à accorder ces crédits garantis. D'accord. J'ai une autre question de Franck qui me demande si on peut préciser les conditions d'accès au chômage partiel. On va répondre à ça un petit peu plus tard, Franck, si vous voulez bien, dans la partie questions RH. Mais c'est prévu. On peut passer au slide suivant, peut-être. Sur l'impact attendu de la crise sur l'économie espagnole, on a déjà quelques chiffres actuels qui ont commencé à être publiés par la Banque d'Espagne. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur 4,6 millions de travailleurs affectés par la crise, donc 3,1 millions de chômeurs partiels, 900 000 indépendants qui sont actuellement en cessation d'activité et 600 000 CDD qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de chômage puisque la plupart n'ont pas été renouvelés. Et ensuite, comme Sébastien le disait, on a un secteur touristique en Espagne qui est très développé puisque c'est le principal secteur de l'économie. Il représente 14,6% du PIB et environ 3 millions d'emplois. Donc ça, c'est effectivement momentanément, au vu de la conjoncture, une faiblesse pour l'économie espagnole puisque vous savez que les activités touristiques se sont les plus impactées. Le secteur est totalement à l'arrêt, alors que d'autres pays dans l'Union européenne sont moins touchés de ce côté-là puisque le tourisme n'est pas aussi important dans leur économie. Donc c'est un peu à l'inverse des autres crises qu'avait connues l'Espagne, par exemple pendant la crise de la zone euro 2011-2012. C'est l'inverse, c'est le secteur touristique qui avait permis de continuer à générer des emplois et de limiter un petit peu la crise. Donc là, ça ne sera pas le cas. Et je vous ai mis également quelques prévisions économiques. Donc sachant que les prévisions économiques déjà en temps normal sont très difficiles à élaborer, mais encore plus dans le contexte de crise du coronavirus, sachant qu'on a un haut degré d'incertitude. Mais bon, quand même, c'est pour vous donner les grandes lignes et pour vous donner une idée des perspectives générales. Vous voyez qu'en 2020, selon la Banque d'Espagne, on a une forte récession avec une diminution du PIB qui est comprise entre 6,6 et 13,6%, ce qui entraînera forcément une augmentation du chômage, une augmentation du déficit public et par effet ciseau de la baisse du PIB et de l'augmentation des déficits, une progression de la dette publique. Néanmoins, il y a quand même un élément positif, c'est qu'en 2021, on devrait observer un fort rebond de l'économie espagnole. Vous voyez avec une croissance qui devrait être comprise entre 5,5 et 8,5%. Et donc, ça permettra de faire reculer le chômage, le déficit public et de limiter un peu le rythme de progression de la dette publique. Et on avait reçu également une question sur le positionnement de l'Espagne par rapport à l'Union européenne. Donc, le président actuel est assez pro-européen, donc est en faveur d'une réponse européenne forte, ambitieuse et fondée sur le principe de solidarité entre les différents pays membres via la mise en place d'un plan de relance ambitieux. Donc, actuellement, je pense que vous êtes au courant, il y a des négociations qui sont en cours au niveau de l'Union européenne avec, pour schématiser, deux lignes qui se font face. La première, celle de la France, Italie et Espagne, qui sont, comme je vous disais, en faveur d'une réponse ambitieuse et coordonnée à l'échelle communautaire. Et de l'autre côté, des pays qui sont beaucoup plus réticents, comme les Pays-Bas, l'Autriche ou les pays nordiques. Et entre les deux, des pays comme l'Allemagne qui, a priori, peu à peu commencent à s'orienter, en tout cas davantage qu'auparavant, vers une solution de relance au niveau de l'Union européenne. Donc voilà, ça faudra suivre les négociations dans le futur. Est-ce que vous Pour avez ça, c'est pareil, les conjonctures. Je voulais juste faire un petit commentaire. Effectivement, là-dessus, les conjonctures sont difficiles à faire parce que bon, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau européen dans les prochaines semaines, même s'il y a des tendances. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on assiste aujourd'hui, ici en Espagne, à un renforcement avec la relation avec la France. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cette crise a tendance à nous couper du reste du monde, pour des raisons pratiques.
Donc, il va y avoir pour les prochains mois des besoins de renforcer nos relations avec les pays proches. Et on a une relation avec la France qui sort renforcée pour le moment de cette crise. Pourquoi? Parce que d'abord, on a une situation qui est assez similaire au niveau de l'impact. Et donc, on se sent assez proche. Et surtout, on sent que effectivement, la France est beaucoup plus amicale avec les pays du Sud sur la gestion de la crise au niveau européen, ce qui, d'un point de vue de la relation entre les deux pays, tend à la renforcer. Donc ça, moi, vraiment, c'est le pari que je fais sur cette crise, une relation franco-espagnole renforcée à la sortie de cette crise, ce qui peut être positif pour nos échanges communs. Voilà. En ce qui concerne le plan de relance du gouvernement espagnol, est-ce que vous avez une idée des différentes actions qui vont être prises et menées, même si j'entends bien que ça va être évolutif. Là encore, est-ce que vous pourriez, pour la suite, pour mettre à disposition sur BCI Info, rajouter un petit slide peut-être sur les différentes actions prévues par le gouvernement? D'accord. Alors, sur le… Au jour d'aujourd'hui, pas de plan de relance, bien entendu, parce qu'on n'est pas sorti de la crise. Donc, je vais reprendre une phrase de M. Attali, là, qui avait dit la semaine dernière à un séminaire que j'ai suivi. Est-ce qu'on aurait demandé aux alliés les plans de relance après la guerre mondiale en 1940? C'est difficile aujourd'hui parce que comme on n'a même pas une idée de la situation dans laquelle on va se trouver, c'est compliqué. Donc, ce qu'ils sont en train de faire pour le moment, comme le disait tout à l'heure Florian, il faut comprendre que l'Espagne est un pays régionalisé, pas centralisé. Donc, sur beaucoup de… Alors, l'état d'urgence, la conséquence principale de l'état d'urgence, c'est d'avoir enlevé ces prérogatives régionales et de les avoir recentralisées. Je vous annonce tout de suite qu'une des premières choses qui va se faire, c'est quand l'état d'urgence va s'arrêter, c'est justement cette régionalisation. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui des régions pour récupérer les prérogatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement, on risque d'avoir des plans de relance un peu différents selon les régions, selon les moyens, parce qu'il y a également un problème économique. Il y a des régions plus riches que d'autres, avec plus de capacités que d'autres. Donc, on voit aujourd'hui que le gouvernement lance des sortes de rustines. Il lance quelques dizaines de millions d'euros sur un secteur, quelques centaines de millions d'euros sur un autre secteur. En tout cas, il les annonce. Mais on voit aussi que les régions, petit à petit, sortent un petit peu du bois et préparent des plans de relance régionaux pour les secteurs d'activité les plus importants de leur région. Donc, c'est comme ça que ça va jouer. À mon avis, il va y avoir quand même des plans au niveau national et il y aura également des plans au niveau régional. Je pense notamment aux régions où le tourisme est très fort. Ils vont mettre beaucoup d'argent sur le secteur du tourisme. Voilà. Ensuite, certains éléments dont on dispose aujourd'hui, mais franchement, on verra si ça se confirme par la suite, c'est une volonté quand même du gouvernement, en tout cas dans le discours, à faire une relance verte. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça va pouvoir se confirmer dans les faits après? On verra. Donc, il parle quand même beaucoup d'essayer de profiter de cette crise pour relancer dans le vert. On verra. On verra ça un peu tôt parce qu'on sera sans doute, malheureusement, également beaucoup soumis aux pressions extérieures parce que l'Espagne va devoir s'appuyer sur des plans de relance européens. Donc, si ces plans de relance donnent de la liberté au gouvernement pour décider, voilà. Si ces plans de relance, et à mon avis, ça sera plutôt dans ce sens-là, vont venir avec des demandes de mesures drastiques au niveau budgétaire, au niveau de coupe, etc., bah, il y aura un autre plan de relance qui sera prévu par le gouvernement. Ça, à mon avis, ça va prendre beaucoup de temps. Il faudra attendre même la sortie de la crise sanitaire pour commencer à en discuter sérieusement. Oui, bien sûr. Merci. On passe au suivant. Alors, on va aborder maintenant les questions RH. Là encore, vous nous avez posé beaucoup de questions. J'ai essayé de les rassembler ici. Je vais vous les lister, puis ensuite, je donnerai la parole à Daniel qui y répondra. Donc, vos questions étaient basiquement les suivantes. Quelles sont les modalités et quels sont les interlocuteurs pour une démarche de déclaration d'activité partielle pour nos collaborateurs? Est-il possible de licencier pour inaptitude si on a bénéficié des aides pour le chômage partiel? Peut-on faire appel à du chômage partiel et ensuite licencier une personne pour inaptitude?
ou est-ce que le fait d'avoir bénéficié d'aide de l'État bloque totalement le recours au licenciement pour 6 mois, même pour de l'inaptitude physique? Comment fonctionne le régime de chômage technique et qui peut y prétendre? Donc, on va parler aussi, je rajoute la question de tout à l'heure donc sur le chômage partiel. Daniel, je présume que tu vas faire un petit point aussi sur le chômage partiel. Quelles sont les obligations en termes de pause de congé et récupération au préalable? Quelle est la possibilité d'envoyer un employé donc français pour aller s'installer en Espagne? Quand? Quels problèmes pour les démarches administratives, l'obtention d'un NIE, les prévisions de surcharge de services et les mesures à prendre en cas de suspicion de Covid quand on a des travailleurs espagnols et français. Ok. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer la situation en Espagne. Alors, le chômage technique s'appelle ERTE. Il permet donc de régulariser la manière de l'emploi de manière temporelle. Il y a deux types, on va dire, il y a deux types en Espagne de chômage partiel. Il y en a un qui est pour force majeure, qui est donc lié à la crise du Covid-19. Toute activité qui a une relation ou qui se voit affectée par la crise sanitaire, toute société peut demander cette force majeure et ça lui permet d'appliquer le RTE, justement. Ensuite, il y a la raison économique, c'est-à-dire si notre activité économique de la société se voit affectée par toute la situation extra, on va dire, je perds mon mot français, désolé. Si la situation économique par exemple, toutes les ventes, les clients, les fournisseurs, si on ne peut pas travailler, on commence à travailler, évidemment, il faut demander le chômage partiel pour raison économique. Actuellement, toutes les sociétés demandent la force majeure parce que c'est une solution la plus simple. Il faut simplement remplir un formulaire auprès de la communauté auquel on exerce notre activité. Et l'État, normalement, a entre 5 et 10 jours pour répondre. Actuellement, les délais ne sont pas respectés parce qu'il y a eu beaucoup de demandes au tout début. Donc, forcément, il est préférable d'attendre la réponse de l'État pour savoir si on peut appliquer la force majeure. Et en cas où la force majeure n'est pas acceptée, à ce moment-là, il faut aller opter pour une raison économique. La raison économique est un peu plus complexe car il faut présenter des informations financières, des rapports financiers. Et c'est pour ça qu'il faut sans doute faire appel à des avocats pour présenter toutes ces informations. Les mesures pour appliquer le chômage vont d'une suspension totale du salaire ou bien un pourcentage à définir en fonction de l'activité qui est réduite pour les employés, entre 10 et 70% par exemple. L'État prend en partie la partie qui est réduite à hauteur de 70% du salaire de l'employé. Donc, c'est-à-dire, prenons un exemple, si une société décide d'appliquer un chômage partiel de 50%, la société paye 50% du salaire, l'État paye les autres 50% et l'employé trouvera 70% de ces 50%. Sachant qu'en force majeure, l'État rembourse aussi les charges patronales de la partie exemptée. En raison économique, non. En force majeure, oui. Donc, ça, c'est un peu la situation pour le chômage technique. Et les démarches sont assez simples, tu disais, donc pour le cas de force majeure, c'est juste un formulaire. Exactement. Pour la force majeure, elles sont assez simples parce qu'il faut remplir un formulaire comme avait dit Sébastien, chaque région a son propre fonctionnement. Donc, il faut remplir un formulaire dans la région. En Catalogne, il sera en catalan. À Valence, il sera en valencien. Et à Madrid, il est en espagnol. Il faut remplir ce formulaire, apporter les informations nécessaires, par exemple, comme les contrats de travail, les bulletins de paye, les lettres d'informations concernant le Covid pour les employés. Et généralement, c'est des formulaires assez simples. Ils sont disponibles auprès de qui ces formulaires? Il y a une version en ligne? Oui, ils sont en ligne auprès des communautés. Il faut simplement rentrer dans la page de la communauté en question. La communauté, quand je parle d'avant, c'est la province. La province et remplir ce formulaire. Enfin, généralement, si vous avez des employés, je pense que vous avez un cabinet comptable qui s'occupe de tout ce qui est bulletin de paye. Eux doivent ils doivent savoir où se diriger parce que c'était à l'ordre du jour dernièrement. Et pour la raison économique, par contre, là, c'est un peu plus complexe parce que, comme j'avais dit, il faut
il faut tout un rapport financier pour pouvoir justifier justement que la société va avoir des pertes ou va commencer à voir son activité économique se réduire pour pouvoir justifier ce RT pour raison économique. C'est un peu plus complexe. Et il n'y a pas de conditions d'obtention par rapport à la taille de l'entreprise, toute Non, il n'y a structure, pas de quelle que distinction. soit. Non, n'importe quelle entreprise peut le demander. Il y a des grands groupes qui l'ont demandé et il y a des petites structures qui le demandent aussi. Donc, il n'y a pas de différence. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour un groupe de donner la force majeure parce qu'évidemment, force majeure dit remboursement des charges patronales. Donc, les derniers exemples, ça avait été Burger King qui a été refusé en force majeure parce qu'il disait que justement, ils pouvaient continuer à envoyer leurs hamburgers à domicile. Mhm. J'ai deux questions, Daniel, si tu veux bien. Une première question de Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour. J'entends que l'État contribue à hauteur de 70% du salaire, mais même en cas de chômage partiel, point d'interrogation, puisque force majeure demande arrêt d'activité. Et le plafond. Alors, je ne comprends pas très bien la question, Oui, Alberto, désolé. Si, normalement, l'État contribue à 70% du salaire pour l'employé, sachant que ces montants-là sont plafonnés. C'est dans la slide suivante. Effectivement, ces montants sont plafonnés. 1 400 € pour une personne avec 2 enfants et 1 100 € pour une personne sans enfants. Donc, si vous divisez le salaire en deux parties, la partie que paie la société, la partie que paiera l'État, moi, je prends l'exemple d'un salaire de 2 000 € brut. Si la société paie 1 000 € brut, l'État paiera 70% des autres 1 000 €. D'accord. Il y avait une autre question, mais tu viens d'y répondre, du coup, Daniel, je pense. Juan Carlos demandait quelles sont les limites du ERTE pour les salaires. Si, il y a des limites, justement. C'est les plafonds qui ont été mis à disposition. Sachant que, reprenant l'exemple, dans les 2 000 €, si l'État paye 1 000 €, enfin paye 70% de ces 1 000 €, vu que le plafond n'est pas dépassé, il touchera effectivement 700 €. D'accord. J'espère qu'on a répondu, Alberto et Juan Carlos. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi une petite question. Mais il y aura d'autres détails, oui, effectivement, dans le slide d'après. Je te laisse poursuivre, Daniel, sur l'installation d'employés. L'installation en Espagne, effectivement, actuellement, vu que les frontières sont fermées, il n'y a pas de circulation possible en Espagne. Généralement, le NIE, qui est comme la carte d'identité pour s'identifier en Espagne, elle s'obtient auprès des commissariats en Espagne. Vu qu'actuellement tout est fermé ou en capacité minimale, il est très difficile d'obtenir le NIE. La demande peut se faire aussi auprès du consulat en France. Donc, je ne sais pas si c'est faisable actuellement de demander le NIE en France, mais au moins, ça peut peut-être éviter des délais d'attente un peu plus longs. Forcément, j'imagine que lorsque tout va se réouvrir, les mesures de déconfinement vont se réduire, tout ça va être surchargé parce qu'il y a beaucoup de demandes en attente actuellement. De toute façon, les demandes de NIE en Espagne se font par rendez-vous. Donc, vous pouvez voir sur la page du ministère des Affaires étrangères la disponibilité qu'il y a pour demander un NIE. Auparavant, avant la crise, les délais avaient été réduits à 1 semaine d'attente, plus ou moins. J'imagine que le délai d'attente va de 2-3 semaines, voire 1 mois peut-être. Et surtout, attendez bien que le déconfinement et que l'ouverture des frontières soient validées pour prendre rendez-vous pour votre NIE, parce que, comme le dit Daniel, aujourd'hui, les frontières sont fermées. Donc, c'est une des conséquences aussi de l'état d'urgence. Et ça, ce n'est pas lié au confinement des Espagnols. Attention. La fermeture des frontières et le confinement des Espagnols sont deux choses différentes. Ça veut dire que même si demain on déconfine, on en parlera un petit peu encore une fois, mais même si demain on déconfine, ça ne veut pas dire que les frontières vont être ouvertes tout de suite. Le gouvernement vient de prolonger la fermeture des frontières jusqu'au 10 mai. Encore une fois, ce n'est pas lié au confinement. Donc, c'est différent. Alors, j'ai une question de Régis par rapport à ce que tu dis là, Sébastien, sur la fermeture des frontières, qu'il faut bien dissocier avec le déconfinement. Régis demande si les frontières sont fermées aussi pour les marchandises. Non, les marchandises circulent toujours. Alors, on en parlera après, mais non, les transports de marchandises est complètement ouvert. C'est les transports des personnes qui est limité. Voilà. On a de l'information là-dessus un peu plus tard.
On va y revenir oui, après. Il y a une rubrique sur les transports, la logistique et le déplacement des personnes. Je reviens juste un tout petit peu en arrière pour compléter l'histoire du chômage partiel. Là, Alberto précise sa question de tout à l'heure. Tu donnais un exemple, Daniel, quelqu'un qui est en activité à temps partiel, mais si la force majeure requiert l'arrêt de l'activité, comment ça fonctionne dans ce cas pour quelqu'un qui travaille à 50%? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Si vous arrêtez l'activité, comment l'employé travaille à 50%, je ne comprends pas trop. Alors, pour mieux expliquer ma question. Le chômage partiel, ce n'est pas la même chose. Attention, le chômage partiel, c'est une partie de l'activité qui est arrêtée. C'est une des solutions qu'ont trouvé les entreprises, c'est qu'ils ont réduit le temps de travail des gens pour baisser les coûts, estimant qu'il y avait moins de travail. Pour les entreprises qui sont en arrêt total, donc par exemple pour les restaurateurs, etc., ce n'est pas du chômage partiel, c'est du chômage technique, donc c'est 100% du salaire. 100% Qui est, la force majeure, pardon, excuse-moi. La force majeure, réellement, c'est notre activité est en relation directement avec la crise sanitaire. Donc, cela nous oblige à soit réduire l'activité et à mettre en chômage partiel, ou bien à fermer totalement et à mettre en chômage technique à 100% les employés. C'est ça la force majeure. La force majeure, c'est que le virus nous empêche d'exercer notre activité. Oui, la force majeure ne peut être invoquée que s'il y a arrêt total de l'activité. La force majeure, c'est si par exemple vous êtes un parc d'attraction ou vous êtes une salle de concert, vous ne pouvez pas ouvrir. Oui. Vous ne pouvez pas ouvrir. Ce n'est pas une question de la situation économique, c'est simplement qu'il y a un décret qui vous interdit d'ouvrir parce que vous ne pouvez pas avoir de gens qui viennent chez vous. Voilà. Donc ça, c'est force majeure. La raison économique, c'est par exemple une entreprise qui peut continuer à travailler en télétravail, mais a vu ses commandes complètement arrêtées, par exemple l'automobile, parce qu'il n'y a plus de commandes. Ou alors, on n'a plus accès à certains. Donc là, c'est raison économique. Mais de toute façon, la force majeure. Le son est très mauvais, Daniel, d'un coup, là, pour toi. Allô? Ouais. Là. Et donc, je disais que la force majeure, dans tous les cas, elle va s'arrêter après quand le confinement sera fini et l'état d'alerte. Donc, la force majeure va quasiment arriver à son échéance bientôt. D'accord. On a répondu à Alberto, visiblement. Voilà, de toute façon, il y a une slide après sur les plafonds. C'est ça qui est important à comprendre aussi. C'est ça un peu la différence avec les autres pays européens. C'est que le plafond espagnol est assez bas. Et ça correspond. La différence de la France, l'État paye directement les employés. L'État ne paye pas la société pour qu'elle reverse après aux employés. Il y a vraiment un problème de son, Daniel. Daniel, essaye d'éloigner ton téléphone portable peut-être. Il y a de la friture, on t'entend vraiment très mal, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est mieux, là, c'est bon. Là, c'est mieux. Ok, donc tu disais qu'à la différence de la France, l'État reverse aux employés directement la prestation. C'est mieux ou non? Oui, c'est bon. Oui, le son est bon. Ouais. Okay. En ce qui concerne les licenciements, effectivement, on ne peut pas licencier une personne pour raison économique si on a demandé les aides de l'État. Les licenciements sont bloqués durant 6 mois. Par contre, en cas d'inaptitude ou on veut réellement licencier une personne, si on paye le maximum légal, tout est faisable. Vous pouvez licencier sans problème une personne. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est licencier pour raison économique, alors vous avez déjà bénéficié des aides de l'État. Et ensuite, la procédure… Ok, la procédure de demande de chômage partiel, c'est ce que je vous disais, elle se fait auprès de la communauté, enfin de la province où s'exerce l'activité. Ça, j'avais répondu de toute façon à cette partie-là déjà. Les congés, en ce qui concerne les congés, il est recommandable effectivement que les employés se les prennent durant la période de confinement parce qu'ils touchent leur salaire à 100%. Ils ne travaillent pas, mais ils bénéficient donc de leur salaire à 100%. Vous ne pouvez pas les obliger à le faire, malheureusement, mais c'est recommandable, effectivement. Il faut voir un peu la situation et le secteur de l'activité.
ça doit se faire sur la négociation et sur la communication avec vos employés. Voilà. Mhm. C'est recommandable si vous sentez que vous en avez besoin au niveau de la trésorerie. C'est toujours pareil. Et vraiment, c'est quelque chose qui doit être négocié. Voilà, il y a des employés qui le prennent mal, donc il est préférable pour eux à ce moment de dire par contre tes congés. Il y en a d'autres, ils sont plus flexibles, donc ça dépend un peu vraiment de la situation interne de la société. Et comme là, c'est les plafonds que je vous indique pour le 70% maximum que paiera l'État à chaque personne. 1080, 900 enfants, 1250 avec un enfant, 1400 avec plusieurs enfants. Ce sont des montants bruts plafonnés. Donc pour des gens avec des hauts salaires, bon, l'RT, ce n'est pas très avantageux en Espagne, sachant que bon, les salaires sont quand même moindres ici. Donc bon, ça touche quand même, la majorité des gens sont dans cette tranche salariale, on va dire, hein. Notamment au niveau de la restauration fait par le secteur des RT, tout ce qui est restauration, hôtellerie, etc. Les salaires, c'est dans ces tranches-là, on va dire. Par contre, la société a le droit de complémenter la partie qui manque du salaire brut, hein. C'est-à-dire le 30% qui manque, la société a le droit de le complémenter ensuite, hein. Bien. Il n'y a pas de questions complémentaires par rapport à cette famille de questions. On va passer aux suivantes. Donc là, Sébastien, je te laisse la parole. Donc là, on touche à vos questions plutôt commerciales. Vous avez été nombreux, chacun par rapport à votre domaine d'activité, des petits focus, des petits états des lieux de chaque secteur clé. Donc là, on a repris en fonction des demandes de chacun, voilà, les secteurs évoqués dans vos questions. Je te laisse la parole, Sébastien, pour que tu développes Oui, tout ça. je vais passer la parole à Florian qui a préparé ces Ok. informations et moi je viendrai en complément. D'accord. Donc, on avait eu quelques questions sur le secteur laitier. Donc, sachez qu'on a eu un effet positif du fait du confinement, qui est la hausse de la consommation des ménages. Par contre, on a plusieurs facteurs qui ont fait plus que compenser négativement cette hausse. On a d'abord l'augmentation des importations à prix cassé en provenance de pays voisins, tels que l'Allemagne, la France ou le Portugal. Et sachant que effectivement, les producteurs en Allemagne, en France et au Portugal font face à des excédents, donc n'arrivent pas à écouler toute leur production sur le marché national, donc essaient de le faire via le marché espagnol. On a en plus à cette époque traditionnellement une augmentation de l'offre, puisque c'est le moment où on laisse sortir les animaux, donc ça aggrave encore plus l'effet excédent de production. D'autre part, on a une baisse de la demande dans le canal CHR, surtout les fromages qui utilisent dans leur processus de fabrication du lait. Donc ça tire à la baisse la demande de ce côté-là. On a eu aussi certaines associations qui ont dénoncé des pratiques abusives de la part de l'agro-industrie qui profiteraient de la situation pour baisser les prix. Et un autre facteur qui baisse encore la demande, c'est la chute des exportations, donc plus particulièrement de fromage et de lait en poudre. Donc pour le lait en poudre, les principaux clients de l'Espagne, ce sont les pays arabes et certains pays asiatiques comme Chine, Corée du Sud. Donc je pense que vous avez tous vu aux informations que le prix du pétrole a fortement chuté. Donc beaucoup de pays pétroliers arabes sont actuellement en grande difficulté. Et parallèlement, comme je vous l'ai dit, du côté de l'Asie, on a des clients très importants comme la Chine et la Corée du Sud qui justement ont été un peu les foyers de l'épidémie. Et on a eu aussi des questions sur le secteur ovin caprin. Donc là, on a eu pour la viande ovine une baisse des achats des ménages, et contrairement au secteur laitier. Donc moins 20% d'achats pour la viande ovine par semaine en moyenne depuis le début de la crise. Et néanmoins, il y a eu une campagne qui a été menée pour inciter les Espagnols à consommer et à cuisiner ce type de produit, parce que le débouché naturel pour la production en général, c'est les restaurants. Or, donc, comme vous savez, les restaurants sont fermés, donc on a eu une chute des ventes dans ce canal. Donc l'idée, c'était d'inciter les Espagnols à cuisiner ces produits qui sont en plus assez simples à cuisiner finalement. C'est juste que ça ne fait pas partie des habitudes des ménages espagnols.
Et a priori, alors on ne peut pas montrer le lien de causalité, mais après cette campagne, on a eu une stabilisation, voire un léger rebond, en tout cas pour la viande caprine. Et aussi, un autre facteur qui a impacté le secteur, c'est l'annulation de certains événements qui sont assez friands de ces produits, donc comme les mariages ou les communions. Et malheureusement, c'est en plus tombé dans la période dans laquelle le secteur réalise une partie importante de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. On a aussi, comme dans le secteur laitier, ce phénomène de baisse des exportations, notamment vers l'Afrique du Nord. Et donc, on a dit qu'il y a une baisse globalement de la demande, et ce qui entraîne des excédents et qui tire les prix à la baisse. Donc, on a des problèmes de stockage également du fait du ralentissement, voire de l'arrêt total des abattages. Et sur la slide suivante, donc ça c'est tout pour le secteur caprine. Et donc la production de porc et de volaille, on retrouve un peu les mêmes mécanismes. Donc maintien de la consommation, comme pour le lait, des ménages, voire augmentation. Par contre, on a un effondrement du côté du canal Horeca, hôtel, restaurant, café, avec des pertes, pour vous donner un ordre de grandeur, évaluées à 600 millions d'euros pour la volaille, sachant qu'on pense que la saison touristique, on en reparlera, mais au niveau de l'été, est perdue en Espagne. Ouais. Et là aussi, même problème, des excédents et donc des problèmes de stockage. On a eu des questions aussi sur le marché food service. Donc là, la situation est assez claire, il n'y a pas d'ambiguïté sur la situation actuelle. Les établissements hôteliers, restaurants, voilà, tout ce qui est en relation avec le loisir sont actuellement fermés. Alors, c'est vrai qu'on a autorisé les livraisons à domicile, ce qui permet pour certains établissements d'atténuer un peu l'impact de la crise, mais bon, dans tous les cas, on n'est pas sur des niveaux suffisants pour compenser la baisse du chiffre d'affaires liée à la fermeture des établissements en tant que tels. Et alors, donc vous avez compris, il y a quand même des secteurs qui sont en difficulté dans le milieu agricole. Donc, au niveau des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement, les agriculteurs bénéficient bien entendu des mesures générales, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les PME et les indépendants. Mais il y a aussi des mesures qui ont été prises spécifiquement pour le secteur agricole. Donc là, il y a un exemple de mesure d'aide complémentaire pour le secteur de la viande de porc et de chèvre qui devrait s'élever à peu près à 10 millions d'euros. Mais là encore, c'est en cours d'élaboration, c'est-à-dire qu'on connaît les montants. Par contre, on n'a pas encore les détails des modalités d'attribution des aides. Et pareil, en cours d'application et de mise en œuvre, les mesures de stockage de l'Union européenne, et donc pour permettre le stockage privé et la congélation de certains produits, donc la viande de bœuf, vigne, caprine, lait crémé en poudre, beurre et fromage. L'idée, c'est d'aider les producteurs à gérer les problèmes de stockage et aussi de ne pas aggraver l'excédent qui tirerait encore plus à la baisse les prix. Sachant qu'on peut avoir un effet rebond sur le marché une fois qu'on libérera ces stocks, parce que ça veut dire qu'il y aura un afflux d'offres. Donc, ça peut être à double tranchant. Et une flexibilisation du recrutement de saisonniers. Excuse-moi. De saisonniers pour les récoltes. Donc, c'est un sujet effectivement d'inquiétude, puisque le gouvernement estime qu'il est nécessaire d'avoir à peu près entre 70 000 et 80 000 personnes pour les récoltes. Donc, sans quoi une partie de la production serait perdue, ce qui serait d'autant plus dramatique compte tenu du contexte. Donc, ce qu'ils ont permis de faire, c'est aux chômeurs d'aller travailler dans les champs en maintenant leurs indemnités chômage et en même temps en ayant le revenu issu des récoltes. Et on compte également sur l'immigration. Donc, il y a des immigrés qui avaient un permis de travail, par exemple, jusqu'au 30 juin. Eh bien, ceux-là verront ce permis de travail renouvelé automatiquement. Et également les 18-21 ans et qui n'ont actuellement qu'un permis de résidence, ben, se verront attribuer automatiquement un permis de travail pour pouvoir assurer les récoltes. Voilà pour cette slide. Et, donc, le tourisme, donc là on en a déjà pas mal parlé.
Le secteur le plus impacté, diminution du chiffre d'affaires, fermeture des établissements. Et alors, les perspectives, c'est vrai que c'est assez compliqué de donner une réponse sur l'ampleur, mais en tout cas, on sait que de toute façon, l'impact sera négatif. Donc, après, il y a des éléments d'incertitude sur quand interviendra ou non la reprise de ce secteur et dans quelle proportion. Donc, ça dépend de l'évolution de la crise sanitaire du Covid-19, non seulement en Espagne, mais aussi à l'étranger, puisque vous savez, l'Espagne est un grand récepteur de touristes étrangers. Globalement, c'est le deuxième pays le plus visité au monde derrière la France, avec environ en 2019 84 millions de touristes. Ça dépendra de la date de réouverture des établissements de ce secteur, de la réouverture des frontières, et même si on était dans une situation idéale où on arriverait à maîtriser à peu près partout la crise, où on rouvrirait les hôtels, bars, restaurants, il y a aussi un impact psychologique pour les touristes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la confiance va ou non revenir, surtout que bon, l'Espagne a été l'un des pays les plus impactés au monde, donc il faut voir quel impact ça aura sur les décisions des touristes. Néanmoins, pour essayer de faire revenir la confiance, il y aura un protocole sanitaire qui sera publié pour les activités touristiques d'ici à 3 semaines. Donc là, il y a aussi un enjeu d'équilibre à trouver parce qu'à la fois, il faut mettre en place des règles qui sont strictes, crédibles pour générer la confiance des touristes, mais en même temps, si c'est des règles qui sont trop lourdes, enfin, assez extrêmes, ça peut aussi décourager les touristes. Donc, à très court terme, on a un tout petit point positif qui pourrait contribuer à faire un peu redémarrer le secteur, c'est le tourisme national et le tourisme en milieu rural. Puisque en milieu rural, clairement, les règles de distanciation sociale sont beaucoup plus simples à respecter qu'un restaurant en ville, par exemple. Mais bon, ça sera de toute façon un impact positif assez faible compte tenu de la perte qui sera générée par la crise. Et l'État a mis en place aussi quelques aides spécifiques pour ce secteur. Donc, je crois que Sébastien en a parlé, c'est aussi en cours d'élaboration. Donc, on attend d'autres annonces, bien entendu, surtout compte tenu de l'importance du tourisme en Espagne. Mais à ce stade, pour vous donner un exemple, l'État a mis en place une ligne de prêt préférentiel spécifique à hauteur de 400 millions d'euros. Donc, qui sera aussi géré par la Banque publique. Voilà. Des choses à ajouter, Sébastien, sur cette slide? Oui, pour mettre quelques petits points positifs, parce que c'est vrai que le scénario là est assez noir, mais d'abord, l'avantage de l'Espagne, c'est que la saison touristique ces dernières années s'est allongée. On peut venir en Espagne au mois d'octobre, il fait 30 degrés. Au mois de novembre, il fait souvent 24-25. Il y a même des gens qui se baignent en décembre. Donc, on voit que toute l'année est une saison touristique. On a les Canaries, on a les Baléares, on a tout. Donc, on espère que la situation sanitaire évolue quand même favorablement dans les prochains mois et qu'on récupère une partie du business perdu parce qu'il va y avoir quand même une envie des gens aussi de profiter quand même un petit peu de la vie et des excellentes conditions qu'on a en Espagne. Donc, sur ce secteur-là, je pense qu'aujourd'hui, il est très affecté, mais qui sera demain le moteur, encore une fois, de la croissance économique espagnole. En tout cas, on l'espère. Et on a confiance là-dedans. C'est vrai qu'on a des événements très importants qui malheureusement sont complètement perdus. Donc la Semana Santa, la Semaine Sainte, on ne pourra pas la refaire. Fallas à Valence, qui est une fête très très importante, ils ont annoncé qu'ils voulaient le faire en juin. Bon, on se rend tous compte que ça sera difficile. La Saint-Fermine a été annulée. Donc il y a quand même des événements très importants, mais qu'on refera l'an prochain et encore plus fort. Et encore la croissance du tourisme espagnol ces dernières années, c'est une croissance exponentielle. Donc, on espère également que ça va revenir assez rapidement sur ces mêmes chiffres. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas les touristes asiatiques, les touristes peut-être américains, sud-américains tout de suite, mais notre pays est complètement ouvert au reste de l'Europe et je suis persuadé que beaucoup de gens en Europe viendront en Espagne et en Italie dans les prochains mois, dès que ça sera possible de revenir. Voilà. Je ne me fais pas trop de soucis. Voilà. On va passer aux questions sur la logistique, les déplacements des personnes. Donc, parmi toutes vos questions posées, alors j'ai là encore regroupé vos questions pour
pour les résumer ici. Donc, beaucoup de questions sur la situation pour les camions, des détails sur les passages aux frontières, les installations sur la route, l'évolution du transport logistique donc routier au cours de la crise. Est-ce que les marchandises circulent librement? Peut-on faire livrer du matériel par un transporteur le 11 mai, après le 11 mai, donc date supposée et annoncée de déconfinement chez nous en France? Ouverture des lignes aériennes de la France vers l'Espagne, situation des vols intérieurs en Espagne. Quels sont vos avis sur les échéances envisageables pour la réouverture de la frontière espagnole aux personnes physiques, afin de savoir quand il sera possible de revisiter nos clients sur place? Y a-t-il des mesures de mise en quarantaine pour les Français qui arriveraient en Espagne? Et quels sont les documents nécessaires pour prouver, alors une fois que les frontières seront réouvertes évidemment, quels documents sont nécessaires pour prouver que l'on vient travailler en Espagne? Sébastien? Florian, je te laisse développer ça et ensuite je ferai quelques commentaires sur les questions supplémentaires. D'accord. Alors, sur le transport de marchandises, il n'y a aucune restriction à signaler. Il n'y a pas de restriction tant au niveau du transport intérieur qu'au niveau du transport international. C'est même le contraire qui s'est passé, puisque même dans les périodes les plus strictes du confinement, on a essayé de mettre en place des mesures pour assurer le transport des marchandises, donc par exemple l'ouverture des stations-service sur les autoroutes, des logements de tourisme ouverts pour les transporteurs, etc. Est-ce que tu as des infos, peut-être Florian, sur, alors, à propos du transport des marchandises, là, sur le tarif du transport routier, là en l'occurrence, est-ce qu'il y a une flambée des prix comme on peut le constater dans certains autres pays? Est-ce qu'il y a des difficultés pour obtenir certains documents, certains certificats sanitaires ou autres? Tout ce qui touche vraiment à la logistique réglementaire, j'ai envie de dire, des transports. Est-ce que tu as quelques infos à donner pour préciser un peu cette partie-là? Sur le plan des certificats, tout ce qui peut être… Il n'y a pas de ralentissement Pas de souci, tout fonctionne normalement. Au contraire, hein, vous comprenez bien, dans ces situations, il faut que les marchandises puissent se transporter. Il y a une explosion de l'achat online en Espagne, donc tout ce qui est transport à l'intérieur de l'Espagne, ça fonctionne tout à fait normalement. Ce qui est des tarifs, c'est l'offre et la demande, donc c'est toujours pareil. Hein, donc, ensuite, ce qui est importé, donc ça vient de chez vous, les tarifs, a priori, c'est plutôt vos transporteurs, donc c'est les tarifs des transporteurs français qu'il faut regarder. On n'a pas d'informations particulières sur une flambée des prix actuellement sur les transports. Nous, l'information dont on dispose, c'est que ça fonctionne plutôt normalement sur les transports. Il y a juste des protocoles de sécurité qui ont été mis en place sur les autoroutes pour que les chauffeurs puissent s'arrêter, puissent accéder aux toilettes, puissent avoir des restaurants, etc. C'est la seule chose qui a été faite. Les transports des marchandises, ça fonctionne normalement. Voilà. C'est un secteur stratégique en fait aussi pour éviter d'éventuelles pénuries en temps de crise. Donc vraiment, en tout cas, il n'y a aucune restriction à notre connaissance. Et comme je vous disais, c'est même le contraire qui s'est passé. Et on a essayé vraiment de faciliter et d'assurer la chaîne d'approvisionnement. Donc sur le transport des voyageurs… Une question, excuse-moi Florian, toujours par rapport au transport de marchandises. Là, il y a une question directement sur les chauffeurs. Oui, j'ai vu la question sur les tests systématiques en Italie. Dans notre cas, il n'y a pas, à notre connaissance, il n'y a pas de tests qui sont effectués sur les chauffeurs. Pour une raison simple, c'est qu'en Espagne, il n'y a pas de tests systématiques. Ne sont testés en Espagne que les personnes qui montrent des signes de maladie. Donc, ça va être le cas en France aussi. Même le personnel sanitaire n'est pas testé. Donc, ce n'est pas pour tester les chauffeurs étrangers. Donc, si le chauffeur n'est pas malade, a priori, il n'y a pas de test. À moins que certaines entreprises, d'une façon interne, aient accès à des tests et quand le chauffeur arrive, le test. Mais franchement, j'en doute fortement. Donc, pas de problème sur les tests ici. Des recommandations qui sont faites auprès des entreprises de dire si vous avez un chauffeur qui a des signes de maladie, il faut qu'il le précise et il faut qu'il soit mis en quarantaine. Oui, bien sûr.
Il y a un problème de test en Espagne, on n'a pas de test. Hein. Donc, c'est comme en France. Hein. Donc, sur le transport des voyageurs, on est dans une situation totalement différente. Les contrôles aux frontières terrestres ont été rétablis. Ça veut dire que les forces de police peuvent refuser l'accès au territoire national aux ressortissants étrangers. Alors, il y a quand même des exceptions. Bon, il y a une longue liste même d'exceptions. Si vous avez votre résidence habituelle principale en Espagne, s'il s'agit du personnel sanitaire qui vient effectuer une mission en Espagne, etc., bien sûr, on laisse passer les personnes pour qu'elles puissent accéder au territoire national. Et officiellement, donc, ces restrictions d'accès via les frontières terrestres devraient se maintenir jusqu'au 15 mai. Donc après, c'est susceptible d'être prolongé. Comme l'a dit Sébastien, la fin du confinement, ça ne signifie pas qu'on va ouvrir les frontières. On peut avoir un déconfinement interne, mais des restrictions et on filtre l'accès des étrangers au territoire national. Et sur l'aérien, officiellement, il n'y a pas de restrictions. Par contre, dans les faits, les vols commerciaux ont fortement diminué pour éviter la propagation du virus. Donc, un accès qui est très difficile depuis l'extérieur à l'Espagne actuellement. Et sur les déplacements internes, donc on en a parlé, c'est encore très strict à ce jour. Vous pouvez sortir si vous voulez aller faire vos courses ou aller à la pharmacie, qui sont considérées comme des activités de première nécessité, se rendre à la banque également, ou bien, dans le cadre de vos activités professionnelles, vous rendre sur votre lieu de travail. Mais c'est à ce jour vraiment assez restreint. Et après, le ministère de l'Intérieur peut très bien interdire de façon flexible l'accès aux véhicules dans certaines rues ou certains secteurs. Donc voilà, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte sur les déplacements internes. J'ai une question de Virginie, qui est résidente en Espagne en VIE pour son entreprise. Pensez-vous qu'après le confinement, il sera possible de me rendre en France pour rendre visite à ma famille un week-end, par exemple, et revenir? Où nous n'avons aucune visibilité sur ce point. Encore une fois, il faut dissocier le confinement de l'ouverture des frontières. Ce sont deux choses différentes. Le confinement, c'est être obligé de rester chez soi et ne pas être dans la rue pour des raisons autres que celles qu'a évoquées Florian, le travail ou des raisons médicales, ou aller faire ses courses. Demain, si le confinement est levé, vous pourrez sortir en dehors de ces raisons-là. Hein. Ça sera sans doute cadré avec un nombre maximum de personnes, etc. etc. Par contre, tant que la frontière avec la France n'est pas ouverte, les allées-venues vont être restreints à des raisons et des conditions. Donc aujourd'hui, les conditions qu'on a de se transporter de la France vers l'Espagne, c'est de rejoindre sa résidence, voilà, si ce n'est pas déjà fait, sa résidence principale, pour des raisons médicales qu'il faudrait expliquer, parce qu'il faudrait dire que donc on se rend dans l'autre pays pour des raisons médicales. Par exemple, visiter une personne de la famille qui est malade, ça, sans doute, c'est une raison suffisante, hein, mais il faudra à ce moment-là, j'imagine, apporter un certificat. Donc, c'est toutes ces choses-là. Encore une fois, il faut les dissocier. Plusieurs éléments sont en train de circuler, notamment sur les binationaux, par exemple. Donc, si vous êtes binationaux, il y a quand même des facilités. Dans mon cas, par exemple, moi, une partie de ma famille est en France. Donc, là-dessus, il y aura sans doute des possibilités. On en parle surtout au niveau des ambassades. Mais encore une fois, ce sont des informations qui sont pas, au jour d'aujourd'hui, sur la table et qui ne sont pas validées. Donc, il va falloir qu'on attende les mesures. D'abord, il faut être déconfiné pour pouvoir aller prendre l'avion et sortir. Et ensuite, l'ouverture des frontières et dans quelles conditions. Les protocoles qui sont en train de se discuter sont les mêmes un peu partout. Ça va être prise de température, par exemple, avant de prendre l'avion, ou ce genre de choses-là. Donc, sans doute, dans le courant du mois de mai, juin, on aura une ouverture partielle des frontières qui permettront certains déplacements, sans doute. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas donner une information 100% là-dessus. Après, ce qu'on voit, c'est que assez rapidement, la problématique des frontières est abordée juste après celle du déconfinement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il prolonge le confinement, 2-3 jours derrière, il prolonge la fermeture de la frontière. Donc là, on espère qu'aujourd'hui, ils vont donner des annonces sur les conditions de déconfinement et très rapidement, on va avoir des informations
sur l'ouverture des frontières. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des questions qui viennent derrière. Il y en avait une sur le 11 mai. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir travailler en Espagne, à moins que vous soyez médecin ou vous fassiez partie vraiment des secteurs prioritaires. Dans ces secteurs prioritaires, la construction ne fait pas partie. Les secteurs prioritaires, c'est la logistique. Les secteurs prioritaires, c'est les télécoms, c'est tout ce qui est médecine. Mais par exemple, les chantiers ne font pas partie des secteurs. La construction ne fait pas partie des secteurs prioritaires. Voilà. On passe aux questions suivantes. Il n'y a pas d'autres questions en live. Donc, je passe au point suivant. Donc là, sont regroupées les questions plus diverses. L'un d'entre vous nous disait, nous intervenons sur un chantier avec des prestataires locaux. Quelles sont nos obligations, les mesures à mettre en œuvre, les documents, etc. Donc ça, c'est par rapport à un retour à la normale. Je le répète, pour le moment, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, par contre, dès qu'on aura des informations sur les ouvertures des frontières, j'imagine que le protocole sera expliqué. Donc, on dira, vous pouvez passer la frontière sous telles conditions et de telle façon. Est-ce qu'il faudra porter des masques, par exemple? Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire en Espagne, le port du masque. On est en train de discuter sur la possibilité, mais ça c'est pareil, ça sera lié au déconfinement, que ça soit obligatoire dans les transports en commun. Hein. Ensuite, on recommande fortement aux entreprises, il y a un protocole qui est mis en place, on recommande aux entreprises le port du masque dans certaines catégories d'employés, par exemple. La restauration, ça sera sans doute obligatoire. Dans les chantiers, aujourd'hui, on voit que tout le monde ne porte pas des masques. Il faut savoir que dans les chantiers, ils portent des masques pour le Oui, habituellement, de toute façon. Habituellement, de toute façon. Mais par exemple, dans le secteur agricole, ils ne portent pas de masque. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Donc, parce qu'il y a un autre problème en Espagne, c'est qu'on a une pénurie de tests et on a une pénurie de masques également. Donc, tant que ce n'est pas solutionné aussi, ce problème-là, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent pas venir sur le chantier. À partir du 10 mai, c'est possible et on verra dans les prochains jours. J'imagine que les conditions pour pénétrer la frontière seront expliquées par le gouvernement si la frontière est rouverte. Oui, donc la question sur les mesures de sécurité et d'hygiène qui seront prévues à la sortie du confinement, au regard de ce que tu viens de dire, si vous avez besoin d'informations vraiment plus précises là-dessus, renvoyez-nous un petit mail le moment venu et puis on vous répondra. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'informations spécifiques. Pour info, les masques sont distribués notamment à Madrid. Alors ça, c'est pareil, ça va être sans doute géré au niveau régional. Le problème aussi, c'est que sans doute, vous aurez à vous informer sur les conditions régionales. Si on va en Catalogne, si on va en Galice, il y aura peut-être des choses différentes. En plus, malheureusement, on va se rendre compte aussi, j'espère me tromper, hein, mais qu'en fonction des couleurs politiques, si le gouvernement central dit quelque chose, on a le risque que la région, parce qu'elle a une autre couleur politique, implique d'autres raisons. J'espère me tromper, franchement, j'espère. Voilà. Mais bon, l'expérience nous amène à penser autre chose. Ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, au jour d'aujourd'hui, des masques sont distribués à l'entrée des métros madrilènes. Vous voyez, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'on a une pénurie de masques, on n'a pas assez de matériel, donc que le port systématique par tout le monde du masque dans toutes les conditions, ça va être très compliqué en Espagne. En tout cas, question. Ah non, je t'en prie. Vous avez été nombreux à nous poser une question, alors qui paraît peut-être bateau, hein, mais vous vous demandez tous en fait comment adapter votre stratégie export, certes, mais surtout comment vous comportez par rapport à vos clients, vos fournisseurs en Espagne, en Italie, en Allemagne, enfin avec les pays voisins. Est-ce que vous êtes nombreux à vous demander si vous devez les recontacter ou plutôt les laisser tranquilles par peur de les déranger? Comment vous devez entretenir cette relation avec vos clients, vos fournisseurs donc à l'étranger? La réponse c'est oui, évidemment, continuer de les contacter, de prendre des nouvelles. Sébastien, je vais te laisser donner ton sentiment là-dessus, mais quel que soit le pays, c'est valable pour l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Italie ou je ne sais quel autre pays. Évidemment, il faut garder le lien avec vos clients, vos fournisseurs. Vous ne les dérangerez pas en les contactant. Eux-mêmes sont dans la même position que vous. Donc,
oui, continuez, n'ayez pas peur de les déranger et continuez les relations commerciales avec vos interlocuteurs. Alors, je suis absolument d'accord avec Karen. Alors, l'Espagne, c'est quand même un pays avec des relations plus chaleureuses et plus directes en général. Donc, effectivement, moi, ce que je recommanderais, c'est de prendre contact avec vos clients, surtout pour vous informer de leur état, pour savoir comment ils vont, non pas toujours et en priorité pour parler de votre business, mais plutôt pour vous informer sur l'état dans lequel ils se trouvent. Ils vont prendre ça vraiment de façon chaleureuse, je pense. Hein, c'est le cas. Donc, prenez des nouvelles, appelez-les, évitez les mails, le mailing et évitez. J'ai vu une question sur les SMS. Les SMS en Espagne, ça ne s'utilise pas depuis des années. On utilise plutôt le WhatsApp ou les appels. Donc, évitez tout ce qui est indirect, donc les emails et les SMS. Faites plutôt des choses un peu plus directes, donc un coup de téléphone. Voilà, un coup de téléphone. Comment vas-tu? Comment ça va? Vous êtes fermé, etc. Faites attention au timing. Moi, je vous recommande ça parce qu'ici, comme chez vous, on est quand même anxieux par rapport au déconfinement. Donc, n'appelez pas la semaine où on est déconfiné. Parce que je pense que la semaine où on va être déconfiné, on ne va pas être très disponible pour des appels ou des conférences en visio. Faites-le avant, on a encore 15 jours là, avant le déconfinement, profitez-en, appelez-les. Comment ça va? Alors, j'ai vu qu'il y avait des bonnes nouvelles, etc. C'est le bon moment. On est moins anxiogène par rapport à la situation sanitaire. On est plus ouvert à discuter du futur et de ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, je pense que c'est un bon timing là, avant le déconfinement et maintenant que les problèmes sanitaires. Aujourd'hui, au niveau sanitaire, on a plutôt que des bonnes nouvelles, nous, en Espagne, avec un nombre de morts qui diminue fortement. On commence à discuter du déconfinement. Les enfants ont pu sortir à partir d'hier. C'était un problème parce que les conditions de confinement ici étaient beaucoup plus strictes qu'en France. Les enfants étaient enfermés depuis le 14 mars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, ceux qui ont des enfants, j'imagine que vous vous rendez compte. Si vous voulez, nous ici en Espagne, depuis plusieurs jours, ça va mieux. On se sent mieux. Donc, je pense que c'est le moment vraiment de faire ce petit appel, ce petit rendez-vous en visio, mais surtout concentré sur comment allez-vous, comment ça se passe, etc., etc. Voilà. Et lui-même, votre client viendra sur l'aspect du business s'il en a envie. C'est la façon que je recommanderais pour vous d'opérer. Voilà. Donc, sur les mesures obligatoires. On en a parlé plus tôt sur les salons, les gros salons internationaux. Oui, alors, sur les mesures, je reviens une seconde là-dessus parce qu'on a reçu de la part du ministre de la Santé, Daniel, où c'est les assurances, nous ont tous envoyé donc, un protocole de recommandation sur comment. C'est le ministère qui nous a envoyé ça ou c'est les assurances? Les mutuelles. Hein? Les mutuelles. Mutuelles. À travers nos assurances, on a reçu tout un protocole sur le lavage des mains, sur le fait d'avoir des gels hydrauliques, et sur les réunions. Mais on en est surtout sur les recommandations. On connaît tous, mais on n'est pas encore sur de l'obligation. Nous, par exemple, à la Chambre, on ne va pas être obligé de porter des masques a priori au bureau, hein, Daniel. C'est le cas. Sur le report des salons, donc oui, tout ce qui est salon, c'est ce qui a été le plus touché, hein, vous imaginez bien. Donc ça, il y a encore beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de salons qui étaient organisés au début de l'année, qui ont l'espoir de pouvoir le réorganiser au deuxième semestre. C'est le cas d'Alimentaria. Alimentaria a décalé les dates au mois de septembre. Franchement, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne ferai pas un pari là-dessus. Hein. Parce qu'au-delà du fait que ça soit possible d'organiser, parce que c'est déconfiné, par exemple, il y a d'autres problèmes. Est-ce que les gens vont pouvoir voyager? On ne le sait pas en septembre si les frontières seront ouvertes. Et que les frontières soient ouvertes ne signifie pas que les gens puissent voyager. Parce que, par exemple, le gouvernement allemand a déjà dit qu'il ne souhaitait pas que ses ressortissants partent à l'étranger dans les prochains mois. J'imagine, au cas où il y a une deuxième crise et qu'on se retrouve dans la même situation qu'on a aujourd'hui, avec plein de ressortissants de tous les pays qui sont bloqués dans d'autres pays. C'est le cas chez vous en France, j'imagine. C'est le cas en Espagne. Partout dans le monde qu'on n'arrive pas à rapatrier. Voilà. Et donc, ils sont dans des situations compliquées. Donc, bon, la France, l'Espagne, c'est à côté. Donc, bon, voilà, il y aura peut-être moins de restrictions. Mais on ne sait pas la situation dans laquelle on sera en septembre. Donc, Alimentaria, moi, j'ai quand même des doutes. Le Gourmet, ils ont décalé à l'an prochain, directement, 2021. Ce sera plus simple. Après, il y aura sans doute des salons au deuxième semestre. Je veux dire, on ne peut pas imaginer
que cette année 2020 soit une année blanche en termes de salons. Ce serait quand même catastrophique. On a parlé du tourisme. Ça, c'est plutôt du tourisme de business. Et ce serait quand même catastrophique pour l'économie espagnole qui reçoit quand même beaucoup d'événements internationaux que ça se passe ainsi. Donc, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'information dont on dispose, tous les événements qui auront lieu novembre, décembre, fin octobre, bon, il y a quelques chances que ça ait lieu. Avant, j'ai un peu moins d'espoir. Sur ce report ou l'annulation de grands salons internationaux, qu'ils aient lieu en Espagne ou dans d'autres pays, je vous invite à, si vous étiez inscrit auprès de BCI sur les actions collectives que l'on monte sur certains de ces grands salons internationaux, je vous invite à visiter notre site web. On a mis en place des mesures vraiment pour vous soutenir financièrement et prendre en charge certaines dépenses avancées pour vos participations à ces salons qui ont pu être donc annulés ou reportés. Vous pouvez bénéficier, si vous vous étiez inscrit au travers de BCI, vous pouvez bénéficier d'un soutien de BCI et de la région Bretagne. Je vous invite à regarder notre site web. De toute façon, mes collègues, les filles qui s'occupent des actions collectives, donc chez nous au sein de l'équipe, ont dû chacune vous envoyer des mails à propos de ces salons dans lesquels vous auriez pu vous engager et pour lesquels il y a des mesures de prise par la région Bretagne. Donc, concernant ces points-là, je vais en profiter pour faire quelques petites recommandations. Donc, on ne peut pas faire de salon. On n'a pas forcément pu faire de prospection. Qu'est-ce qu'on recommande aujourd'hui? Ce qu'on est en train de voir, nous, c'est que l'Espagne, a priori, ce n'est pas un pays où traditionnellement le digital était quelque chose qui fonctionnait beaucoup sur la prospection. On est dans un pays du Sud, on aime bien se rencontrer, etc. Les choses changent. C'est-à-dire, aujourd'hui, vraiment, on a eu un changement ici en Espagne. On est passé de 20% des entreprises qui utilisent le télétravail à plus de 95%. Okay, donc déjà, il y a un grand changement culturel qui s'est opéré en Espagne. Et ça, il faudra en prendre en compte pour le futur sur la partie prospection. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que si on ne peut pas faire de salon cette année et qu'on ne peut pas visiter ses clients, ce n'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter. Donc, c'est le moment vraiment de commencer à… les Espagnols s'y sont mis. Ça y est, on a tous Zoom, on a tous ces outils-là. On les avait avant, mais on ne les utilisait pas forcément. Maintenant, on commence vraiment à les utiliser. Donc, n'hésitez pas à faire de la prospection digitale, à faire des demandes de rencontres par vidéoconférence. Nous, nos opérations que la Chambre devait mener d'ici à la fin de l'année, on avait notamment une belle opération sur les produits du gourmet qu'on a tous les ans. On va sans doute, si on ne peut pas l'organiser de façon physique, la proposer, et on vous tiendra au courant à travers la BCI bien entendu, la proposer virtuellement, donc avec des rendez-vous, des envois d'échantillons, des envois de catalogues, etc. Parce qu'il faut bien que la vie continue. Et on va continuer à manger du foie gras et on va continuer à manger en Espagne des produits français. Et donc, on aura besoin de trouver des fournisseurs de produits gourmands, mais également d'autres produits, des produits industriels également. On aura bien besoin de continuer à importer ce type de produits-là. Sachez que l'Espagne, ce n'est pas un pays producteur et très industrialisé, donc on importe beaucoup quand même de choses. Et la France est et reste le premier partenaire économique de l'Espagne. Donc, on continuera à acheter des produits et des biens de consommation français et on devra le faire en se rencontrant, comme on le fait maintenant, à travers Internet, en tout cas sur les prochaines semaines. Voilà. Il y a une question de Cécile, je reviens sur les salons. Elle demande si les salons plus locaux en Espagne, les plus petits salons que ceux d'envergure internationale, vont être relancés. Le problème, c'est plutôt que ceux qui sont de plus grande importance. Le problème, c'est la même chose. Combien de personnes pourront être réunies ensemble? Vous comprenez bien qu'un salon, dans un espace fermé, c'est problématique parce que si on dit, bon, c'est 50 personnes, c'est 100 personnes, 100 personnes dans un salon, c'est impossible. Enfin, c'est même pas rentable pour eux de l'ouvrir, j'imagine. Donc, tant qu'on a la situation sanitaire comme on l'a actuellement, moi, je suis assez pessimiste, je vous dis la vérité. On a déjà annoncé, par exemple, qu'en Espagne, il n'y aurait pas jusqu'à l'automne d'événements avec des agglomérations. Il n'y aura pas de football avec du public. Il n'y aura pas… Vous voyez, donc s'il n'y a pas de match de football avec du public, je vous dis tout de suite, les salons… il n'y aura rien d'autre. C'est le thermomètre chez nous, le football. Donc, le football à huis clos, oui. Les salons à huis clos, je vois un peu moins la chose. Il y aura sans doute des nouvelles choses qui vont se développer, comme par exemple les salons virtuels. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Bon, ça prendra un peu de temps à mettre en place parce qu'il va falloir des outils, etc. Bon, pour cette année, peut-être pas. Mais pourquoi pas avoir des salons virtuels qui se mettent en place à partir de demain. Maintenant, vous pouvez sans problème envoyer des échantillons. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Les transports fonctionnent, donc envoie d'échantillons et rencontre plus directe. Alors, c'est aussi une bonne nouvelle, entre guillemets, dans la mesure où on va faire des économies en termes parce que les salons, c'est quand même très cher. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là, en tout cas une partie, parce que vous allez avoir besoin quand même, j'imagine, de récupérer des ressources au niveau interne, mais d'utiliser ces ressources que vous aviez allouées. Tu disais tout à l'heure, Karen, que beaucoup ont avancé les frais, etc. Si les salons sont annulés à cause du Covid-19, vous allez récupérer vos sous. Il n'y aura pas de souci, j'imagine. Je ne vois pas quel organisateur va pouvoir se permettre de garder une partie des frais qui ont été engagés. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources dans d'autres canaux, notamment la prospection digitale, à travers des campagnes et des choses comme ça. C'est vraiment peut-être la nouvelle stratégie à mettre en place sur la prochaine année, les prochains 2 ans. Voilà. Oui, je pense qu'on va tous être obligés on le fait déjà depuis plusieurs semaines, mais de réadapter nos modèles, nos stratégies de communication et d'action, évidemment. Voilà, nous, on s'y est mis au niveau de la Chambre. On va organiser des missions digitales, des rencontres digitales, etc. Voilà. On est obligé. C'était pas gagné d'avance. J'ai eu cette conversation avec des pays d'Afrique du Nord qui me disaient c'est pareil, la culture du digital chez nous, on ne fait pas des rencontres digitales de business. Il faut se rencontrer. Malheureusement, la situation souvent accélère les transformations au niveau de l'Europe du Nord, où certains pays, c'était comme ça. Et aujourd'hui, chez nous, ça va être comme ça également, en tout cas pour les prochains mois. Les autres questions, on y a indirectement répondu, ne sachant pas quand le déconfinement. Une précision sur les plaisanciers, ce n'est pas interdit. C'est pas, dans l'état d'urgence, il n'est pas interdit de faire de la voile. Maintenant, comprenez bien que si on ne veut pas se déplacer dans le pays, aller à son bateau pour faire de la voile, c'est compliqué. Donc, si on vient de l'étranger, qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'il ne se passe rien, ou vous pourrez accoster au port, mais comme vous ne pourrez pas sortir de votre bateau, je ne vous recommande pas de venir en bateau en Espagne. Enfin, vous pourrez sortir de votre bateau pour faire des courses, mais bon, ça va être quand même très compliqué. Je pense qu'il vaut mieux attendre que l'état d'urgence se termine. L'état d'urgence, théoriquement, se termine le 9 mai. Donc, soyons un petit peu patients et vous pourrez revenir par la suite. Et les hôtels, c'est fermé pour le moment. On est arrivé à la fin des questions. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire ce matin. Comme le gouvernement espagnol va parler aujourd'hui, Sébastien, est-ce que tu pourrais nous refaire un petit topo de ce qui va être dit aujourd'hui, de façon à ce que je puisse rajouter ça au slide d'aujourd'hui? Absolument. Ce sera peut-être bien du coup de faire un update. On vous prépare une petite synthèse demain avec les mesures les plus impactantes et celles qui ont vraiment de l'importance, et on te l'envoie. Ouais, c'est sympa, merci. Et puis, je compléterai aussi avec un slide donc, sur un petit récap des différentes aides qui peuvent être apportées aux entreprises, et puis sur les plans d'action du gouvernement, sachant qu'encore une fois, tout ça, c'est une vision à l'instant T, que les choses évoluent, mais bon, ça vous aiguillera et ça vous donnera une visibilité un peu plus claire sur ce qui va arriver. J'ai beaucoup de messages. Pardon, excuse-moi. N'hésitez pas à consulter notre site internet, lachambre.es, parce que toutes les mesures, au fur et à mesure qu'elles sont annoncées, sont affichées sur notre site pour l'Espagne dans une section spéciale qu'on a Covid-19. Voilà. Ouais. Donc, n'hésitez pas à consulter le site de la Chambre. Je vous redonnerai les coordonnées si vous les souhaitez. Elles seront de toute façon notées dans ce PowerPoint que je vais vous envoyer dans la journée ou demain ou plus tard. J'ai plein de messages de remerciements pour vous, messieurs, Florent, Sébastien et Daniel. Merci pour vos précisions, etc. Donc, merci surtout à vous, Entreprise Bretonne, d'avoir participé. Prochain webinaire sur le même format, session questions-réponses, c'est demain, Royaume-Uni. Allemagne, jeudi matin, toujours de 10h à midi.
Et j'en ai rajouté un au programme sur l'Algérie qui se déroulera le 19 mai, toujours de 10h à midi. Je vous enverrai les invitations, vous recevrez le petit mailing pour vous inscrire comme d'habitude. Mais voilà, vous pouvez prendre note déjà. Donc, demain, Royaume-Uni, Allemagne jeudi, Algérie le 19 mai. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Bon courage dans vos activités en cette période vraiment, vraiment inédite et incroyable. On reste à votre disposition, que ce soit nos amis ici à la Chambre de commerce franco-espagnole de Madrid ou nous, l'équipe BCI. Vous avez les contacts de tout le monde, donc n'hésitez pas vraiment, on est là pour vous aider. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Bonne journée et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.